l'oublie pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans la bande des comics, émission numéro 24. Messieurs, nous finissons notre année. Et la prochaine sera notre anniversaire. Oh. Voilà. Un gâteau. Oui, j'espère que vous allez bien en ce début octobre. Vous l'aurez compris, on reste encore une fois en équipe réduite, mais de qualité. C'est tellement... Gilles n'étant pas là et nous n'accueillons pas d'invité cette Gilles, fois. nous pensons à toi. Nous sommes tous les trois. Donc, Jay, comment vas-tu derrière tes platines ? Très bien. Très bien. Ouais, très content d'être avec vous à nouveau. Ah, à nouveau, hein, t'as vu, il en rajoute en plus. Ah. Et toi, Rémi, comment vas-tu ? Eh bien, très bien, merci et ravi de vous retrouver. Bon, et moi-même, RD, ravi aussi. Tout le monde est ravi. Ça, c'est la fête. Au programme aujourd'hui, donc du grand classique, une première partie consacrée, aux actualités, puis aux chroniques. Chacun aura choisi un petit extrait de sa bibliothèque diverses et variées pour vous en parler. Et bien sûr les pauses musicales et on finira avec un quiz. Avant cela, un dossier qui portera sur l'héritage de Watchmen. Donc tout ce qui a pu découler de ce monument de la BD et du comics qu'est Watchmen. Voilà, messieurs, on a fait le tour de ces présentations. Maintenant, un petit jingle et les actualités. Breaking news. Alors, Jay qui vient toujours avec un saut carrément un catalogue de news. Dis-nous tout, on t'écoute. Une news concernant Urban Comics, pour ne pas changer, avec Tom Taylor, l'auteur Tom Taylor, qui est qui était l'auteur à l'affiche du mois de septembre. Ouais. Donc cette émission se déroulant au mois d'octobre, ça nous permet de savoir ce qui est sorti dans les différentes propositions, en tout cas qui tournent autour de cet auteur. L'auteur qu'on connaît notamment pour Injustice, Deceased, Nightwing Infinite, et donc avec plusieurs bouquins qui sont sortis courant et notamment fin du mois de septembre, avec notamment un comics qui se situe hors continuité qui s'appelle Dark Knights of Steel, qui est donc un univers médiéval, les super-héros de la Justice League dans un univers médiéval. Deceased 3, donc qui est la fin de l'arc Deceased. Voilà, et le One Band Day, Ra's al Ghul, qui est cher à Rémi, cette fameuse série One Band Day. C'est lui qui passe un One Band Day. Ah ouais, c'est moi, c'est One Band Month même. donc un des derniers de la fameuse série, il y en a 8 en tout. Exactement. Et donc voilà, on aura fait le tour d'un petit peu tous les vilains de l'univers de Gotham City. Ouais. En partie. Ouais, d'ici, c'est bien de me l'avoir dit. Il faut que j'achète le 3. Et puis Injustice, je suis en train de me les refaire. Ah, mais c'est long ça, non ? Ouais, c'est très long. Injustice 1, il y a 2 tomes pour les 5 années, même 3 tomes pour la dernière année. Il y a les 2 tomes de Ground Zero qui finissent en fait la première histoire d'Injustice. Et après, t'en as 6 pour Injustice 2. Donc, oui, qui est plutôt pas mal. Moi, j'avais lu les 4 premières années et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, j'ai pas continué. Ça perd quand même en qualité, il faut le dire, quand même, au fur et à mesure. Ouais, mais bon, c'est bien de voir systématiquement, de les voir essayer à chaque fois, trouver le bon plan et tomber à l'eau parce que en face Superman, quoi. Ouais. Et aidé par beaucoup. Donc non, Injustice, c'est tiré du jeu vidéo, il faut le savoir à la base, et c'est une très bonne série. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, on part pour ceux qui ne connaissent pas, du principe que le Batman a fini par tuer Lois et son enfant par un trick du Joker, donc finit par tuer le Joker et décide de prendre en main la planète et de mettre un régime
autoritaire Superman. sur la planète. Voilà. Superman. Et donc Batman, bien que plus sombre et plus porté sur les compromis, se retrouve à être le garant d'une certaine justice. Et voilà, donc chacun des personnages se pose face à cette vision de la justice et je trouve ça intéressant. Ça a permis de déconstruire l'ensemble des personnages de Justice League et même les méchants. Harley Quinn est beaucoup mise en avant. Ce qui est pas mal du tout, autant dans sa relation au Joker qu'elle perd et qu'elle s'affirme, que dans ses nouvelles relations aux justiciers, aux super-héros, quoi. Oui, tout Voilà, j'ai digressé, désolé. On t'a pas arrêté. Hein. Bah tiens, toi, Rémi. Ah bah tiens, du coup, je vous rappelle qu'aujourd'hui a lieu à Sifour la 9e rencontre autour du 9e art organisée par l'association Autour de la BD. Donc j'espère que vous comptez y aller, parce que moi je vais y aller. Et à noter aussi une séance de dédicaces qui est un peu loin du bassin toulonnais. Ça se passe à Draguignan, à la librairie Papier Collé. Et vous aurez la dédicace de l'artiste Michael Croza, j'espère que je prononce bien, qui a illustré la bande dessinée Plein Ciel, parue chez Ankama récemment. Pour vous faire un petit pitch de l'histoire, c'est une résidence, donc un immeuble qui s'appelle le Plein Ciel, et il y a le suicide malheureusement d'un homme âgé. Donc évidemment il y a incompréhension parmi les habitants parce que ce sont des voisins, chacun se fréquente sans forcément se connaître, et coïncide donc aussi avec l'arrivée de nouveaux occupants de cet appartement. Et donc il y a, alors j'ai pas lu la bande dessinée, donc je vous en parle juste un tout petit peu. Et donc du nouveau, ces nouveaux occupants, il y a un petit peu de suspicion de qui sont-ils, de pourquoi ils sont là, est-ce qu'il y a un lien ou pas entre le premier suicide ou pas. Voilà, ça c'est juste le pitch que je vous en ai fait. Donc voilà, une dédicace à ne pas rater si vous êtes sur l'aire dracénoise le 14 octobre. D'accord, mystérieux. Très bien. Mystère. Ok. T'as une autre dans on le fond, enchaîne, toi on enchaîne. Continue, pioche dans le fond. Après septembre, c'est le mois d'octobre. Jusqu'ici, tout le monde est d'accord. Avec à nouveau un auteur chez Urban, et cette fois-ci, c'est un autre tome qui est mis à l'honneur. C'est Tom King. Grand ami. Donc je vais partir pour tout le mois d'octobre de Rémi. au Pérou. Avec Human Target qui sort et donc qui a été fraîchement Eisnerisé avec un personnage d'ici qui est un personnage un peu ancien, mais donc dans un univers complètement polar, et une histoire qui est surtout magnifiquement dessinée. C'est Greg Smallwood, si je dis pas de bêtises, qui fait le dessin, et c'est absolument magnifique, quoi. C'est vraiment à l'ancienne avec un trait pour le coup qui fait un peu rétro, mais comme on le fait aujourd'hui de façon certes numérique, mais voilà, beaucoup de couleurs, un truc très très sympa. Il y a également Gotham City année 1 dont tu nous avais parlé Rémi dernièrement, qui sort donc toujours par Tom King, et Love Everlasting, donc le tome 1, qui est là un comics pour le coup qui n'a rien à voir avec l'univers d'ici, qui est un comics indé dessiné par Elsa Chartier, voilà, donc une française pour le coup, qui fait un dessin absolument magnifique, qui rappelle beaucoup la série animée d'ailleurs de Batman des années 90. Ses personnages féminins notamment ressemblent beaucoup. Elle est très influencée par Darwin Cook notamment. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment. Donc très bien, ça pour le coup c'est une histoire alors sous un fond de romance, une histoire qui est vraiment dans un univers de romance, donc absolument rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de présenter. Et peut-être que le premier tome sera à 10 €, ça serait bien. Ce que fait Urban, et ce que je trouve qui est vraiment très bien au niveau politique de prix. Ça m'a permis de découvrir bon nombre de séries, Black Hammer, Black Science, enfin vraiment. Black et Mortimer. C'est ça. Black et Decker. Voilà, Black et Decker, c'est ça. Mais du coup, moi je trouve que c'est une très bonne. Tu parlais de Public Domain il y a quelques temps. Pour moi, avoir un comics de 140 pages à 10 €. Hop là. Oh là, on désolé, perd le micro même le micro est c'est un peu l'âge, qu'est-ce que tu veux, c'est voilà. Mais du coup, je pense que je vais me le tenir toute l'émission, mais du coup c'est le micro. Enfin ouais, mais c'est un truc à souligner que d'avoir un tome à 10 €, c'est très bien. Tout à fait, tu parlais de Black Hammer d'ailleurs, aux États-Unis, ils sont sortis le 30 août le premier numéro, donc le premier fascicule de Black Hammer The End. Donc la fin de toute l'histoire de Black Hammer pour le coup, qui sera en 6 épisodes, donc toujours écrit par Jeff. C'est Black Hammer, parce que j'avoue que Black Hammer, c'est une espèce d'hommage, c'est un hommage au monde des comics. En fait, on prend l'histoire au tout début où sont des personnages, des anciens super-héros qui sont enfermés dans une ville.
tu sens bien quelque chose qui est pas très net. Ils cherchent à s'en échapper, ils ne peuvent pas, et tu apprends leur histoire en flashback. Sur qui est qui. Donc moi j'avais trouvé, alors il y a 4 tomes principaux et 2 spin-offs je crois, ou 3, mais du coup les spin-offs sont excellents, magnifiques. On parlait du Dr. Star, il est tout simplement génial, et je trouve que si la série principale démarrait vraiment très bien, sur les tomes 3 et 4 j'ai trouvé que ça s'essoufflait un peu quand même, donc je pense qu'il est temps de conclure la série, je pense. Ben, ça arrive. Voilà. On est de retour dans la bande des comics, après donc cette découverte musicale, Ingrina Black Hole, c'était particulier, post-metal comme on dit. Pas mal, ouais. Post-metal, dis donc. Ce qu'il y a après le métal. D'accord. Des fois, reste du côté de la vie de toi. C'est pour ça qu'on le met à part, lui. Tu vas prendre cher. Pas comme nous. Exactement. Bon, messieurs, on va passer aux chroniques. Donc, qui veut commencer une première chronique? Allez, je vais faire moi, tiens. Ah bah tiens, voilà. Voilà, pour une fois. Impose-toi je vous peu. Demande. Merci, c'est gentil. Alors, messieurs, j'avais envie de vous parler du Wolverine, les origines, qui est sorti maintenant il y a un moment chez Marvel Deluxe, écrit par Jenkins et signé par Herbert, Way et Texera, pour faire toute la totale. Ça a été je l'ai mis de côté et j'ai voulu vous en parler parce que pour moi, alors vous me direz si je me trompe, mais de ma connaissance, ça a été la première fois qu'il se penchait vraiment sur les origines de Wolverine et d'en faire un bouquin, quoi, pas des simples allusions à droite à gauche. Donc là, on suit Wolverine dès le début, donc au 19e siècle. Et c'est une grande partie, et une seconde partie qui est son développement entre guillemets qui s'est beaucoup passé au Japon. Donc on a ces deux facettes qui ont fait Wolverine, qui nous sont expliquées. On est bien avant toute la mise en place de l'adamantium dans son corps. Donc on voit les griffes d'os dont il est muni à la base. Donc bien sûr, ça a servi pour le film Les Origines, Wolverine Les Origines, mais bon, ce film n'étant pas très bon. Ouais. Non, je vois pas pourquoi tu cherches. Ils ont pas pris les bons extraits, voilà. Mais bon, il y avait cette idée de commencer au 19e siècle, de lier plus finement avec Dents de Sabre. Voilà, donc on est sur une histoire qui contient pas mal de violence, comme chaque bouquin de Wolverine, mais on est quand même plus sur l'introspection et ce qui a fait réellement Wolverine, quoi. Sa jeunesse, les premières épreuves, la découverte du côté sauvage, la fuite vers le côté sauvage, et après le retour plus vers la civilisation, d'abord via des mineurs. On voit il y a aussi cette partie-là dans les trackers mineurs. Donc là, on est plus sur le début du 20e, rué vers l'or. Et ensuite, on est réellement sur le Japon avec une comparaison avec l'époque moderne. On retrouve s'insère Captain America, Iron Man, enfin tous les Avengers. Oui, là c'est plus moderne. On les voit passer. Et on est sur le côté, je dirais, chien fou de Wolverine, qui là affronte le samouraï d'argent. Voilà, donc on passe par des étapes mémorables et qui ont toujours fait l'importance de Wolverine, sans pour autant que ça soit Arme X. Donc là, qui prend la partie où où on lui fait le lavage de cerveau et on crée Wolverine en tant que tel. C'est très intéressant. C'est une vision plus, j'allais dire, naturelle
du truc. Voilà. Plus organique peut-être, ouais. Au moins, ouais, voilà. On est sur quelque chose d'une évolution humaine, et c'est très bien dessiné, je trouve. On n'est pas sur de la ligne marquée très très claire. On est sur quelque chose d'un peu plus évasif selon les dessinateurs. Donc non, je le recommande fortement. C'est quelque chose. Il a été réimprimé récemment, d'ailleurs, il me semble. En Mustave, en format souple. Ouais, et en opération. Et en opération, voilà. Donc, je le recommande vraiment parce que c'est une aventure qui permet de se placer dans le canon de Wolverine et de se faire une idée. D'expliquer un peu le pan manquant. Oui, parce qu'on parle souvent du Japon dans les différentes histoires, comme on parle de Madripoor, mais ça c'est plus tard. Et on n'avait rien sur son enfance proprement dite, quoi. Donc ça a amené ça, et je trouve que ça a très intelligemment amené, quoi. Ok. Voilà, donc Wolverine, les origines. En deluxe. Le format pas le McDo. Du coup, moi, Tu l'as fait à chaque fois. C'est ça spécial. C'est une blague de référence. C'est son trick, ça. C'est ça. On trick. Un trademark. Oui. Moi, je vais vous parler de le premier volume de la Marche Brume, Le souffle des choses de Stéphane Fert. C'est édité chez Dargaud et c'est sorti fin août. Faut pas confondre avec la Marche Brune, qui est beaucoup plus inquiétante, qui arrive en ce moment. C'est ça. Mais alors, Stéphane Fert, moi, je l'ai connu avec Blanc autour, qui était également sorti chez Dargaud de Wilfried Lupano, et que j'ai pas vraiment aimé. Donc lui, là, il est auteur complet, scénariste et dessinateur. Je l'ai découvert aussi, surtout le coup de foudre a été fait avec Peau de 1000 bêtes et Morgane qui, je pense, reprend assez fidèlement le mythe de Camelot, mais donc du coup à ne pas donner aux enfants. Et là, du coup, c'est le premier volume d'un triptyque, d'une trilogie. Et de quoi ça parle? En fait, c'est une histoire de sorcière, au pluriel. Et donc, nous avons le personnage principal, Tempérance, qui est né dans la brume. Et donc, la brume, c'est un espèce de nuage abstrait qui tue toute forme de vie et qui prend possession des âmes. Et du coup, il y a une espèce d'escouade de sorcières qui est chargée de combattre cette brume et les âmes qu'elle a perverties. Et je suis totalement fan du trait de Stéphane Fert qui, je sais pas si on n'est pas sur l'aquarelle, mais je trouve que les corps sont vraiment, c'est assez étrange à voir. Ouais. Et du coup, donc en fait, on suit ce groupe de sorcières qui prend sous leur aile cette jeune Tempérance. Tempérance a des pouvoirs insoupçonnés qu'elle-même ne maîtrise pas encore et qu'elle n'a pas encore totalement révélés. Et la brume gagne du terrain. Et donc voilà, c'est un peu l'affrontement entre ces deux entités. Elle décide, au pluriel, donc de partir sur une quête, ça je m'en souviens plus très bien, et donc forcément la brume gagne du terrain, et il y a une toute petite case, je vous mets ça pour vous donner l'eau à la bouche, mais en fait on aperçoit une ville moderne totalement déserte. Donc en fait c'est un peu un contre-pied quand tu dis tiens, ça se passait au Moyen-Âge ou un truc comme ça, et d'un coup tu dis ah oui non mais en fait ça se passe dans le futur, tu vois, c'est ce qui va se passer. Et je trouve ça très intelligent, avec une seule case l'auteur arrive à te surprendre au niveau, tu vois, de la temporalité. C'est très très intelligent. Et voilà, à chaque fois il a des personnages de femmes fortes, ce qui est dans la bande dessinée, ce qui n'est pas rare, mais il faut le souligner. Et du coup, voilà, je trouve ça très très bien. Ces dialogues sont très pertinents. Il y a de l'humour qui est distillé ça et là. Il y a du coup l'espèce de sentiment de maternité, puisque toutes les sorcières adultes, on va dire, essaient de chapeauter cette jeune fille qui déborde d'énergie, qui est 2 fois plus grande qu'elle. Et donc, elles comprennent bien qu'en fait, elle n'est pas forcément comme elle, mais du coup, elles vont essayer de l'assimiler, en essayant aussi de la guider vers l'apprentissage de ses pouvoirs et de sa vraie nature. Donc là, c'est abordé assez finement, mais on devine un peu vers quoi ça va tendre. Mais voilà.
très, très emballé par ce dessin, par cette histoire de Stéphane Fert, qui, là, je le répète, est un auteur complet. C'est une sortie que j'attendais vraiment avec impatience, vu Peau de Mille Bêtes et Morgane, que j'ai vraiment adoré. Et donc voilà, c'est de la belle bande dessinée. L'édition d'Argo est vraiment, vraiment très jolie. Donc voilà, si vous avez une petite découverte à faire, c'est La Marche Brume donc de Stéphane Fert, édité chez Dargo. Ouais, je suis en train de regarder en même temps, c'est très coloré. Il y a cet aspect de dessin qu'on fait, que je trouve très français, sans... On est sur de la 2D. Quoi. Enfin, ouais, tu vois, bien sûr. On n'a pas cette volonté de chercher un effet 3D au plan. Quoi. On est à plat et ça donne ce côté assez... D'aucuns diraient enfantin parfois. Mais c'est justement, alors je pense que l'auteur joue dessus, mais voilà, pour te dire, comme je te dis, pour Morgane, à ne pas donner aux enfants, surtout pas, jamais. Mais du coup, il y a ce truc-là, tu vois, ce paradoxe où tu te dis, bah tiens, c'est joli, ça fait enfantin, ça fait conte, mais surtout, non, c'est vraiment réservé aux adultes, et c'était un très beau coup de cœur, mais voilà, venant de Stéphane Fert, je n'en doutais pas. D'accord, La Marche Brume. Donc. La Marche Brume, le premier volume, le souffle des choses. Ok. L'autre en cage, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Dans ma cage, je vais vous parler de Radiant Black. Ils arrêtent avec les blagues dans chaque terme. Vous vous rendez compte depuis 2 émissions combien de blagues on a dans... Non, mais on en a laissé de côté. Hein, non, mais c'est assez... Bref, peu importe. C'était une constatation comme ça qui me choque au final. Le noir marche bien, quoi. Pour le coup, Radiant Black, donc ça c'est le premier tome qui est sorti en 2022, donc qui n'est pas tout récent, qui coûte 15,95€ pour 192 pages, chez Delcourt. À l'époque peut-être. En termes de prix, oui, avant la hausse des prix. Et il compile les 6 premiers chapitres d'une série donc, qui est sortie chez Image Comics, et donc qui est écrite par Kyle Higgins, qui a notamment bossé sur du Nightwing à la période Renaissance, et qu'on connaît surtout beaucoup pour son travail sur Power Rangers. Donc vous allez voir qu'il y a un lien évident. Je vais te dire, je l'ai feuilleté, c'est ça. on le voit venir. Et au dessin, c'est Marcelo Costa et puis pas mal d'autres, mais c'est principalement Marcelo Costa qui va s'en charger. Et donc on va suivre un trentenaire qui s'appelle Nathan Burnett, qui a tout un tas de problèmes dans sa vie, qui est écrivain sans succès, qui a découvert, qui a des problèmes de dette de jeu, ce genre de choses, et qui, par hasard, en sortant d'un bar avec un pote à lui, tombe sur une espèce de boule d'énergie, on va appeler ça comme ça. Il l'appelle le mini trou noir, donc petit lien avec le morceau qu'on a passé un peu avant également. Et qu'il absorbe et qui va lui conférer un certain nombre de pouvoirs assez étranges, pouvoirs cosmiques et une espèce d'armure, costume qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir chez les Power Rangers, Bioman, tout ça. Donc clairement, c'est pas du tout pour les personnes qui sont allergiques à cet univers de ce qu'on appelle des Super Sentai. Hein. Clairement, c'est pas du tout fait pour les gens qui y sont allergiques. Il faut quand même avoir une petite appétence pour ce truc-là. Moi, au début, ça me rappelle le démarrage de God Country, dont je vous ai déjà parlé, avec l'entité extraterrestre, pour le coup, qui confère des pouvoirs, parce qu'il va se retrouver en proie aux gens qui ont créé ce fameux pouvoir. Donc c'est à peu près la même idée, même si le contexte n'est pas le même. Et ça me fait penser beaucoup, que j'ai lu en même temps, à Public Domain. Alors pour le coup, l'histoire n'a rien à voir, mais les personnages étant avec différents problèmes d'argent, notamment. Je faisais vraiment le parallèle. Il y a une histoire d'écrivain, d'ailleurs, dans Public Domain aussi. Okay. Et donc ça m'a fait penser à un espèce de mélange entre ces deux trucs-là, avec forcément un côté super-héros. Il y a Robert Kirkman, donc le papa de Walking Dead, qui a dit que c'était le nouvel Invincible. Donc, alors sans aller jusque-là, parce que ça met la pression quand même, un petit peu. Sans aller jusque-là, moi j'ai trouvé que c'était une histoire qui était très bien faite et pour le coup qui était vraiment creusée. C'était pas uniquement de la baston juste pour de la baston. On a des personnages, d'ailleurs le héros pleure, on le voit pleurer dès le début de l'histoire. Il y a vraiment un côté où on va creuser les relations entre eux, donc notamment avec son meilleur pote, avec ses parents, et notamment avec tous les doutes qu'on peut avoir avec un pouvoir qui nous tombe dessus, littéralement du ciel, et voilà les peurs qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce pouvoir-là, comment on va l'utiliser. Et voilà, donc c'est une histoire qui m'a plutôt beaucoup plu, et notamment, alors moi ce que je recherche avant tout dans les histoires, il faut qu'il y ait des retournements de situation. C'est vraiment des cliffs, vraiment des twists, des choses qui donnent envie de voir la suite et qu'on n'attend pas. Et pour le coup, il y a un twist vers le milieu du bouquin, c'est je pense un des twists les plus couillus qu'on puisse faire dans ce genre d'histoire. Ah ouais, à ce point. Et j'avais lu que c'était efficace, mais franchement ça fonctionne très très bien. Sur moi, ça a vraiment bien marché.
Et voilà, c'est un univers qui est très riche, il y a un langage extraterrestre qui est créé dedans, un petit peu comme on peut avoir avec les X-Men et le Krakoan, ou le Kryptonien, par exemple, dans les comics Superman. Donc voilà, le dessin, il tire un peu vers le manga, donc où on a un dessin assez fin, assez fluide, il y a beaucoup de bleu, de violet dans les tons, voilà, c'est quelque chose de plutôt sympathique. Et puis forcément, il va peut-être y avoir d'autres personnes qui vont être appelées par le Radiant, par donc ce fameux petit trou noir. On sent que c'est une volonté d'avoir une équipe, comme tu dis. Petit à petit, on se doute que c'est les couleurs qui vont faire la différence. On voit qu'il y a un ennemi, c'est le même, mais avec une autre couleur, quoi. Donc... Est-ce que c'est vraiment un ennemi ? Est-ce qu'il a vraiment choisi lui aussi ? En feuilletant, il se mettait dessus. Donc, ça commence comme ça. Mais ce qu'il y a, donc visiblement, il n'y a rien de révolutionnaire dans tout ce qui est abordé ou recherché ou façon de rentrer dedans. Mais c'est là où on voit la qualité des œuvres, en général. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... au final, ça surtout, c'est quand même un thème assez souvent. Oui. Ouais, j'avais feuilleté, j'en avais parlé dans un des agendas. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui doit se lire et s'apprécier sur le moment, mais je pense pas que ça. C'est pas ce que j'en ressens en fait, en tout cas que ça soit vraiment très révolutionnaire. Non. Et voilà, bon après, ça peut être comme tu dis, très balisé et sans être forcément mauvais. Donc, je crois qu'il y a un tome 3 qui est sorti. Il y a le 3 qui est sorti juste avant l'été, ouais. Voilà, 3 qui est sorti. Donc après c'est toujours le même souci avec les séries, qu'est-ce qu'on fait durer sur plusieurs tomes au risque de perdre un peu en qualité, ou on reste sur une série assez resserrée. Ça c'est toujours le problème, le dilemme. Bon, tu recommandes quoi. Exactement. Que notre dossier du jour, quel héritage pour Watchmen ? Alors, qui veut nous introduire ça ? Déjà, présenter Watchmen, les fans. Je me lance ? Allez. Watchmen, c'est un comics qui est sorti à la fin des années 90 par Alan Moore et 80. J'ai fin 80, pardon. Heureusement que vous me surveillez. On check. Alors, j'essaie de pas trop en révéler parce qu'après, il y a le quiz que j'ai préparé, donc je vais pas essayer de me griller. Mais du coup, à la fin des années 80, donc par Alan Moore et Dave Gibbons. Et on suit le postulat de départ où, en fait, il y a une équipe de super-héros qui s'est formée autour du Dr Manhattan, qui est un espèce d'être omnipotent. Et du coup, qui a en fait son arrivée à créer une uchronie, c'est-à-dire c'est une déviation de l'histoire, puisque le docteur Manhattan a fait remporter la guerre du Vietnam aux Américains, ce qui a créé, on va dire, une déviation temporelle. Du coup, Richard Nixon est toujours en place. Il a été conforté dans son mandat. Et sauf que la société est en train de bouillir, tout simplement. Et on se dirige vers l'apocalypse nucléaire. Sur le comics, je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Il y a l'horloge de l'apocalypse qui se rapproche de minuit. Symboliquement, à minuit, c'est l'Armageddon, c'est la fin de toute chose sur Terre. Et voilà. Et donc, quand on commence le comics, il y a le groupe a splitté, puisque chacun est parti de son côté à cause du gouvernement, mais à cause de plein d'autres raisons, et on assiste au meurtre du comédien qui est une espèce d'agent secret utilisé par le gouvernement. On assiste à son meurtre, et il y a un personnage qui s'appelle Rorschach qui va prendre l'enquête en cours. En fait, quand tout le monde s'en fout complètement, lui il va prendre l'enquête et pour apprendre à découvrir ce qui s'est passé. Pour moi, la lecture de ce comics que j'ai lu assez tôt dans ma jeune carrière de lecteur a été incroyable. Parce qu'en fin de compte, avant de lire des comics, pour moi, le super-héros, c'était Superman, c'était l'être parfait, qui est plein de valeurs, qui est moralement indiscutable. Et là, je me suis rendu compte que les super-héros pouvaient avoir une part d'ombre et que ça restait crédible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est mal luné, qui veut faire ce qu'il veut. On voit chacun des personnages un côté sombre assez prenant, sauf le Hibou 2 peut-être. Mais du coup, voilà, ces super-héros ont leur faille dans une société qui évolue malgré la technologie qui a évolué en pointe, mais malgré ça, les rapports humains sont assez compliqués, les fossés se creusent, et vraiment, comme je le dis, c'est un one-shot, c'est ce que tu dis, Jay, c'est une histoire complète en 12 numéros, et ça a été tout simplement incroyable, parce que cette histoire, je me suis dit, mais mince, en fait, c'est ça que je veux lire.
c'est le fait que tout n'est pas cartésien, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et je veux avoir des super-héros qui faiblissent de temps en temps parce que ça va amener un rebond dans l'histoire. Alors qu'avoir affaire à un super-héros parfait en tout point, je me rends compte maintenant, ça devient incroyablement chiant, quoi. Ouais, moi, c'est vraiment ça aussi. Pour moi, Watchmen, ça a été le premier comics qui a inversé les valeurs, mais au niveau des super-héros, parce que quand même, je trouve que les méchants avaient été plus ou moins étudiés avant, on a pu les modifier plus facilement. Les super-héros étaient dans un cadre et dans des limites qu'on leur imposait et qui ont fait qu'il était plus difficile à bouger. Donc là, avec en plus ce côté one-shot, mais qui est de quantité, il y a 1000 pages à peu près, je crois que c'est ça. Plutôt balèze, ouais. Je crois que c'est à peu près 1000 pages. 464 sur un petit peu moins. Ah ouais, 464, j'étais sur 1000 mais pages. Ressenti 1000 pages. Ouais, c'est ça. En ressenti, c'est 1000 pages, d'accord. Donc à peu près 500 pages, mais donc il y a eu cette inversion. Et un truc aussi que j'ai remarqué, c'est par exemple via Rorschach, ça a été la première fois ou une des premières fois qu'on a étudié, qu'on a mis en avant les problèmes de santé mentale au niveau des héros. Pareil, avant, ils avaient des soucis de cœur, des soucis de famille, enfin des trucs comme ça. Mais là, c'est vraiment inhérent au personnage, c'est sa santé mentale et comment elle l'affecte dans sa vie de tous les jours. Donc, Watchmen est un matériau de base de beaucoup de changements et de tous les changements après au niveau super-héros, etc. Et toi, Gilles, du coup, comment tu as découvert ce comics ? Pareil que toi. Ça a été dans les premiers que j'ai lus. En fait, je connais pas mal de gens dont c'est le seul comics qui fait partie de la bibliothèque et qui ont lu notamment. Donc c'est parce que c'est une œuvre culte. Et donc pareil, je l'ai lu assez tôt. Alors le dessin un peu vieillot, effectivement, ça peut rebuter certaines personnes, mais il faut vraiment passer outre parce que le scénar, c'est un des meilleurs trucs qui a été fait. Il y a un mélange de politique, de l'histoire, elle est complexe, il y a des rebondissements dans tous les sens, il y a du cosmique, il y a du polar, ils ont vraiment tout mélangé. Pour le coup, ce qu'on ne retrouve pas forcément entièrement dans le film, mais le film a le mérite de ramener une grosse partie du truc et de tenir le choc. On va faire un point sur le film. Du coup, pour moi, le film, je trouve l'adaptation est très très honorable par rapport aux matériaux de base. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout le monde pensait que c'était impossible de réaliser et d'adapter ça, parce que Alan Moore, c'est lourd, c'est violent, c'est incisif dans son écriture. Et c'est vrai que quand il est sorti, c'était un risque. Et je pense que ça a amené aussi pas mal de monde aux comics, mais à cette nouvelle époque de comics. Je pense que si maintenant on a des comics qui sortent en tant en film qu'en papier, différents, choquants et incisifs, c'est grâce à Alan Moore et ça. Ouais, il a eu son rôle à jouer. Le film, qu'est-ce que tu en penses quoi ? Pareil, moi je l'ai beaucoup aimé. C'est Zack Snyder pour le coup, celui qui est derrière 300 et derrière Man of Steel, derrière pas mal de films d'ici maintenant. Et pareil, moi j'ai trouvé, c'est sombre, c'est violent. Il y a juste une chose, et pour avoir écouté pas mal de choses et lu pas mal de choses sur Watchmen, du coup, le propos en fait de Snyder, c'est assez marrant parce qu'il a lui, les super-héros, même un héros comme le hibou par exemple, qui est censé être un loser absolu, et notamment dans le comics, en fait il arrive à les rendre cool au bout d'un moment, et c'était pas trop l'idée d'Alan Moore à la base, il voulait déconstruire le super-héros complètement. C'est peut-être oui, c'est vrai qu'il y a certaines différences. Alors il y a une scène qui est très très différente dans le comics, je sais pas si vous vous souvenez, quand Rorschach se fait appréhender par la police, il saute par la fenêtre, en fait il tombe, il se fait mal à la cheville et c'est tout, en fait les flics lui tombent dessus. Dans le film, ils lui ont fait faire une espèce de scène de combat entre les flics qui n'existe pas du tout. Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis, où dans le comics ça fait un peu miséreux quand tu vois le mec tu te dis il va atterrir sur ses deux jambes, non, il se fracasse une cheville et il se fait massacrer. Et dans le comics t'as l'impression qu'il va un peu redorer le blason. Mais je comprends du coup ce que tu dis, qu'il aime un peu trop peut-être les super-héros et pour faire ressortir ça. Mais le film, je trouve très très honorable. La fin est un peu gâchée, ça me manque de substance, mais elle est différente. Oui, totalement différente, ça perd son charme, mais au-delà de ça, plutôt bien. Et après, au niveau des comics, on a eu deux
on va dire deux événements. Donc, en premier lieu était sorti le Before Watchmen. Alors, du coup, ça revient sur la genèse des personnages de Watchmen, mais aussi ce qui s'est passé avant. Est-ce que vous les avez lus, vous ? Oui. Non. RD, non. Alors toi, Jay, qu'est-ce que tu... Je les ai terminés il n'y a pas longtemps, en plus. Ah, t'as du retard, alors. C'est tout frais. J'avais du retard, mais du coup, c'est frais. Il y a quelques histoires qui surnagent, parce qu'il y a 9 histoires différentes, en fait, qui font de 1 à 6 épisodes. Et il y a celle sur les Minutemen, dessinée par Darwin Cook, que je trouve relativement efficace, donc vraiment sur l'équipe qui était avant les Watchmen, donc les Minutemen, pour le coup, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et celle sur le Dr Manhattan, notamment par Straczynski, qui est vraiment réussie. Génial. Après, les autres, c'est un peu plus passable. Je suis pas rentré dedans comme j'aurais aimé. Ozymandias est très, moi je trouve très très bon aussi. Parce que visuellement. Mais c'est. Je crains, moi. Jay Lee, moi j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je pense que tu as cité les principaux. Celui sur le Dr Manhattan où ça aborde le thème de la physique quantique en fait. Comme c'est un personnage qui arrive qui maîtrise ça. Du coup, il développe là de théories, d'univers parallèles. C'est vraiment vraiment génial. Et après, on a eu Doomsday Clock. Moi, j'avais été un petit peu plus sceptique sur le sujet. Alors, malgré l'équipe créative qui est Geoff Johns et Gary Frank, mais que j'aime beaucoup, mais pour moi, on tirait sur la corde. On ramène, en fait, on vient chercher l'univers Watchmen pour le mettre dans l'univers DC, ce que je trouve être une erreur totale. Mais du coup, toi RD, toujours... Non, j'avoue que j'ai lu Watchmen il y a très très longtemps. Après, je n'ai pas relu parce que je trouve que c'est une œuvre qui suffit en elle-même. Elle a fait des petits avec des influences. Elle a influencé. Mais de là à la continuer, c'est pas forcément nécessaire. Moi, je suis totalement d'accord. J'ai pas ressenti le besoin de lire ça. Si je veux un truc plus dépravé ou plus... quand tu prends du Ennis, tu auras de quoi lire quelque chose d'aussi cinglant, quoi. Mais toi Jay, tu m'as dit que tu l'avais bien aimé. Alors pour le coup, Doomsday Clock, moi je l'ai adoré, mais en fait c'est pas en tant que suite de Watchmen, parce que c'est vraiment l'aspect qui m'intéresse pas des masses, et les personnages qu'il crée, notamment ce qu'il insère à l'intérieur avec le Dr Manhattan qui a modifié l'univers d'ici. Pour moi, Doomsday Clock, c'est un récit sur Superman, et moi ce qui m'a plu dans ce récit, c'est l'histoire de Superman, et notamment comment il va raccrocher toute l'histoire de Superman avec la physique quantique. En fait, d'ailleurs, ça se répond, c'est assez marrant avec le Dr Manhattan de Straczynski, parce qu'il va à chaque fois dire si j'avais changé tel détail, par exemple sur la lanterne du premier Green Lantern, donc d'Alan Scott, il n'y aurait pas eu la JSA. Donc derrière, qu'est-ce que ça aurait entraîné ? Superman, si sa fusée s'était pas écrasée dans le Kansas, donc ça fait penser à Red Son là aussi, que la Terre avait tourné un tout petit peu plus, il serait crashé ailleurs, il n'aurait pas été récupéré par les Kent, il n'aurait pas les mêmes valeurs. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a plu. C'est vraiment cet aspect sur Superman, et j'ai trouvé intéressant. Alors après, ils l'ont pas du tout rattaché à la suite de la continuité, en fait. Ils ont mis trop longtemps à l'écrire, entre 2017 et 2019, 12 épisodes. Ouais. Ils ont mis très très longtemps à le sortir. C'est un tous les 2 mois, c'est vrai que c'est assez... Et moi, ce que j'ai trouvé, comme tu dis, RD, mais totalement inutile. En fait, Watchmen a déjà de faire une préquelle, c'était très très dangereux. Mais alors de faire une suite, pour moi c'est totalement inutile en fait à la fin. Non mais oui, à la fin de Watchmen, j'ai pas envie d'en savoir plus en fait. Ça t'amène pas à la compréhension non, en plus. Parce que tu comprends qu'il y a une suite, parce que justement, sans rien dévoiler, mais tu comprends que d'après le Dr Manhattan, ça va continuer. Ok, mais en fait c'est tout. Rien ne finit jamais. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Et pour moi, encore plus quand tu l'amènes dans l'univers d'ici, où c'est ce que je disais sur l'émission précédente, tu vas devoir arriver à un statu quo à la fin, ou avec un twist foireux trouvé en 5 minutes sur les chiottes, et en fait c'était totalement inutile et c'était dommage. Et en plus, tu vois, le seul intérêt qui était ce nouveau Rorschach, le seul intérêt, il te flingue le suspense au premier ou au deuxième épisode. Non, les gars, c'était vraiment ni fait ni à faire. Et c'est pour moi vraiment dommage. Et ça me conforte dans l'idée qu'il faut lâcher la grappe à Watchmen, en fait. Lâchez-les. T'en as oublié un. La série. On peut parler de la série je l'ai pas qui, vu. En revanche, ne fait qu'une saison. Et c'est très bien. Rorschach, je ne l'ai pas vu, donc là je m'en remets à vous. Donc je vous écoute. De haute qualité, la série. On retrouve cet esprit parano. Tu vois qu'on est sur une uchronie, que le monde n'a pas évolué de la façon dont on a évolué. Cette utilisation des personnages, de la vieillesse de certains.
voilà, de cette volonté d'influencer encore les choses, malgré, même quand on leur demande rien, mais voilà, le fait, Ozymandias doit être présent pour lutter contre une menace qui au final t'apprend que c'est lui qui l'a créé. Ah non, bref, ne me flingue pas tout, parce que moi je l'ai pas vu. Non, mais ça c'est le début, mais non, il y a une grande qualité. Jeremy Irons en Ozymandias vieux, il est fantastique. c'est absolument fantastique. Celle qui joue Angela Abar, Regina Kina. Voilà, et c'est une très bonne actrice. Non, il se porte bien et elle a fait un succès, mais c'est fini en une saison et je pense que tout comme le bouquin, ça suffit à lui. Ça aurait dû rester tel quel. Il veut pas continuer. Lindelof, d'ailleurs, qui est le Damon Lindelof, qui est le réalisateur, pour le coup, il veut pas continuer. Le gars a fait Lost quand même, entre autres Leftovers. Enfin voilà, et pour le coup, il est habitué des séries HBO. Et pour moi, c'est une des meilleures séries, mais même série tout court, c'est-à-dire pas forcément adaptation de comics. Personnellement, dans mes préférences, c'est vraiment l'histoire, elle se tient, et c'est une vraie suite au bouquin. Par contre, c'est pas une suite au film. Ils prennent vraiment la suite. Avec les poulpes, pour pas dévoiler la totalité, mais il utilise vraiment ça, et ils le font, c'est énigmatique, c'est mystérieux, il y a des théories qui naissent à chaque épisode, c'est une réussite totale, celui-ci. Non, elle est vraiment à voir, donc tu vas te dépêcher de rattraper ton... oui, surtout que je l'ai à la maison, et que... En plus, donc tu vois. Mais par contre, t'as oublié un comics, t'as dit, il y en a eu 2 derrière, il y en a un que t'as volontairement oublié, je pense. Alors, c'est Rorschach. Oh putain. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un Rorschach type. Quelle horreur, mais quelle horreur. Alors, je l'ai pas aimé non plus. Merci. Alors si tu l'as pas aimé, certainement pas lu. Alors messieurs, je l'ai en VO, donc si tu veux je te le prêterai, mais un naufrage total. Pourquoi en fait? La question c'est pourquoi. Donc moi, quand j'ai appris Rorschach et j'adore ce personnage, vraiment je l'adore. Et quand j'ai appris que à cette époque-là, je ne détestais pas encore Tom King, mais par contre le dessinateur c'est Fornes, qui fait de très belles choses, qui a un dessin un petit peu vintage, mais vraiment juste ce qu'il faut dans une veine un peu polar. Et donc j'ai suivi la série en VO parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait pour pas attendre la VF. Et en fait, je me demande encore pourquoi il est allé chercher Rorschach. Et en fait, ça n'a aucun intérêt. Ni intérêt, ni utilité à se mélanger les pinceaux dans une espèce d'enquête policière métaphysique. Voilà, avec nous appâter avec des images de Watchmen qui ne sert à rien. Et je trouve que ça a été un naufrage complet, ce qui me fait encore penser au fait que on doit lâcher la grappe à Watchmen et foutre Tom King au fin fond du Sahara, tu vois, en train de compter les graines de sable en fait. Voilà, vraiment, je pense que Chartier, c'est bien. Oui, non, mais ça c'est très bien, Elsa, je suis très content pour toi. Mais en fait, Tom King, qu'il fasse vraiment autre chose en fait et qu'il arrête quoi. Après, dans l'héritage, par contre, il réutilise tous les codes de Watchmen, notamment. On le voit dans énormément de comics maintenant, avec le fameux gaufrier à 9 cases. Ouais, mais c'est grillé, quoi. Et voilà, c'est une façon de narrer l'histoire, et c'est quand tu le vois, tu le reconnais immédiatement maintenant. Tu sais que ça vient de là, en fait, que du coup, l'héritage de 86... Quand un auteur aime ça, il veut faire un rappel à ça. Tu peux pas non plus trouver ça mal de faire un rappel à un monument pareil. Oui. Si ça vient bien s'insérer, j'entends. Hein. Voilà, mais en fait de compte, l'histoire de Tom King, je pense que si tu enlèves le côté Rorschach et Watchmen, je pense que tu as une intrigue policière, tu vois, qui est pas dégueu. Vraiment, tu vois, je fais un compliment, c'est pas dégueu. Mais le fait d'avoir ajouté Rorschach alors que ça n'a aucun intérêt à la sortie et que un fan service quoi. Voilà, non, mais ouais, totalement quoi. Enfin, je veux dire, c'est ni fait ni à faire quoi. Vraiment, il fallait vraiment s'éviter ça. Ok. Voilà. Bon, écoutez, on a donné notre avis. On sera ravis de continuer sur les réseaux si vous avez, chers auditeurs et auditrices, un avis sur Watchmen. Qu'est-ce que ça représente pour vous? On sera curieux de savoir et de développer avec vous sur nos réseaux ou sur le site. On va passer au quiz. C'est moi qui m'y tu as colle. préparé ton quiz Watchmen, donc un petit jingle et on s'y... Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, cette fois, je suis en face à face avec l'autre. Là. Moi, je me suis fait étaler la fois dernière, donc ça va être à toi. Allez. Mais bon, allez, on va commencer facile. Qui sont les auteurs de Watchmen?
Alan Moore Et Dave Gibbons. Dave Gibbons, très bien. On commence tranquillement. C'est marqué à côté là. Pour le Ouais, coup. l'autre, il a le bouquin Mais dans j'ai les pas yeux. Alors, je compte sur ton intégrité morale. Ah bah alors on est foutu. Quand a été publié Watchmen pour la première fois 86. 86-87. Et on continue alors du coup, mais ça c'est facile. Combien de numéros comporte l'intégrale ? 12. 12 numéros, très bien. Quatrième question, à quelle date démarre l'action ? Oh, c'est une bonne question ça. La première page commence par une date. 87 Non. 88 Avant. 85 Avant 84 85. Le 12 octobre 1985, journal de Rorschach. Comment s'appelle justement le personnage masqué qui tire son nom d'un célèbre psychiatre ? Rorschach. Je viens de donner la T'es réponse. fatigué là. Ça va. Hey. Non, mais j'ai dit que je commençais facile. d'accord. Attention. Victor Kovacs. Il s'appelle donc Hermann Rorschach, qui était un psychiatre suisse et sosie de Brad Pitt. Je vous laisse vérifier. Quel est le nom civil du docteur Manhattan ? John Ostrander. T'es pas loin. Ostrander. Osterman. Osterman, ah oui, oui. Non, Jonathan- Ostrander, c'est un auteur. C'est ça, Oui. Jonathan Osterman. Ah oui. On continue dans le côté facile. Comment s'appelle le personnage qui est assassiné au début du comics ? Le comédien. Ouais, le comédien. Le comédien. Très très bien. Et encore facile, comment s'appelle l'équipe de super-héros qui est officiée avant Les Minutemen. les gardiens ? Les Minutemen. Dont tu parlais. Très bien. Dans les rues de cette ville, qu'est-il marqué sur le panneau que tient un personnage roux quand il déambule dans les rues ? La fin est proche. La fin est proche, très très bien. The end is nigh. C'est ça, exactement. Je vais faire appel à vos souvenirs, attention. Aïe, aïe. Et là, quelle phrase est taguée sur les murs de la ville et qui renvoie à la responsabilité des gardiens ? Who watch the Watchmen? Très bien. Qui nous gardera de nos gardiens ? Je l'ai même écrit en latin, mais je ne sais pas si... Tu vas te détendre. Hein, Allez, vas-y. Ouais. Quis custodiet ipsos custodes. Ah, pas mal ton japonais. Il est pas Oui, trop rouillé, t'as ça vu va un peu Voilà, parce que j'ai jamais fait latin de ma vie. Donc, Fin de boîte à 8h du mat. Dans le générique du film, on voit le hibou 1 arrêter un criminel avant qu'il ne tue quelqu'un. En faisant cela, de quel super-héros a-t-il empêché la naissance ? Batman? Batman, très très bien, puisqu'on... Eh oui, il empêche les parents de se faire buter. Le hibou Ah. 1 empêche la création de Ça, Batman. je m'en souviens pas du tout. On le voit On parce le que voit. c'est très très rapide C'est- parce qu'en fait la dame a un collier de perles, perles ouais. et c'est entouré de chauves-souris, donc voilà, il empêche la naissance de Batman. On passe un peu sur le film. Quel acteur ayant joué dans le film Watchmen joue le père de Barry Allen dans le film Justice League ? Quel est le nom de l'acteur ? Là. Et dans Watchmen, il joue le docteur Manhattan. Non, là, je l'ai pas. Vous n'avez pas le nom ? Non. C'est Billy Crudup. D'accord. Ah bah oui, pourquoi? Je vous ai dit qu'au début c'était Ce fameux facile. Billy, ce fameux Billy. Oui. Non, mais il dit ça comme si on le savait. Quel symbole chimique le docteur Manhattan se grave-t-il L'hydrogène. sur le front ? Un atome d'hydrogène, très bien. Tu as sur ta casquette, cher ami. Et ma très belle casquette, qui est unique, je tiens à le souligner. De quoi le docteur Manhattan est accusé de provoquer chez ses anciens collègues de travail et compagnes ? Les cancers. De donner le cancer, très bien. Sur quelle planète s'exile-t-il pendant un petit moment ? Mars. Mars. Sur Mars, parfait. Alors, ça on l'a déjà vu. Quelle est la préquelle de Watchmen ? Before Watchmen. Before Watchmen. Et la suite, Beyond Doomsday Watchmen. Clock. Doomsday Clock. Bah, le Beyond Beyond, lui, Watchmen. lui, il est Beyond de partout, lui, il s'emmerde pas. Ok, bah, Guinness. non, j'ai dit Before et Beyond. Non, mais dans Watchmen, il n'y a pas de comics de super-héros, puisqu'il y a des super-héros, mais de pirates. Comment s'appelle cette série ? De Black Frightener. Très très bien. ça, ouais. Tales of the Black Frighter. Très très bien. Deux des personnages de Watchmen ont pris la suite de personnages des Minutemen. Lesquels ? Madame Soie. Spectre Et- soyeux. Et le hibou. Et le Ulysse Mason, le premier. Hibou est très bien. On va terminer avec deux petites questions. Du coup, comment s'appelait-il ? Comment s'appelle le premier hibou ? Ulysse Mason. Ulysse Mason, très bien. Et le premier spectre soyeux. Bah, la mère du deuxième. Bien joué. Beyond. Beyond sa mère. Beyond Beyond Jupiter. Sally Jupiter. Sally Jupiter. Et alors, Sally Jupiter est qui par rapport à Sa mère. Sa mère, très bien. Et Ulysse Mason.
Son tonton. Il n'est absolument rien du tout. Il l'appelle tonton. Il n'est rien du tout. C'est un jeune garçon qui découvre l'identité de Hollis Mason et donc il décide de prendre sa suite. oui. Et dernière question subsidiaire. Hollis Mason écrit un livre de confession. Comment ça s'intitule-t-il ? Sous le masque. Sous le masque ou derrière le masque, je ne sais plus. Mais Beyond the Mask. Beyond the Mask. Beyond the Mask. Voilà, messieurs, un quiz un petit peu Fort facile bien, sur ouais, Watchmen. ouais, pour une fois qu'on répond, ça Ouais, change. ouais. Là, Ah, ça franchement, change, ça ça fait plaisir. Ouais, on n'est pas bête finalement. Ça fait plaisir d'avoir des réponses pour changer. Bon, messieurs, on arrive à la fin de notre heure. C'était très sympathique comme d'habitude. J'espère que nos auditeurs et auditrices auront autant profité que nous, qu'ils auront appris plein de choses et qu'ils auront le plaisir de lire ces grands classiques. Et ce qu'on a pu chroniquer. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Passez une bonne fin de week-end et à la prochaine. À bientôt.